Vous voyez, j'ai dégagé un certain nombre de points où je pense que il y avait à faire après Saussure. C'est-à-dire, il fallait d'abord, alors naturellement, vous avez bien raison, je n'ai pas insisté là-dessus parce que c'était évident que Saussure a convaincu, je dirais, a convaincu les fonctionnalistes, ce que j'appelle les fonctionnalistes littéraires, n'est-ce pas, que je dis les structuralistes littéraires, que le structuralisme éliminait l'histoire. N'est-ce pas? Oui, erreur. N'est-ce pas? C'était invraisemblable, n'est-ce pas? Oui, ça ressurgit. Vous avez naturellement vu le livre de François Doss. Ça vous dit rien? Non. Il vous a pas interrogé, François Doss, qui a fait un bouquin sur l'histoire du structuralisme? J'étais persuadé que... Alors, comment écrivez-vous Doss? TO2SE. Non, ça me dit rien. François Doss, c'est Ça me dit rien. écoutez, jetez un coup d'œil là-dessus, c'est pas si mal que ça. C'est un historien, voilà, un type qui est prof d'histoire je sais pas où, et qui s'est dit, je vais faire l'histoire du structuralisme en France. Oui. Hein, bon, il a publié en 2 volumes, à la découverte, un truc qui est une histoire de ce que vous appelez le structuralisme littéraire, et pas seulement littéraire d'ailleurs. Oui, enfin, philosophico, c'est ça. Bon. Et c'est, bon, on sent qu'il n'a pas véritablement trempé dans les problèmes théoriques, parce qu'il vous assène ce que vous venez de dire, à savoir que c'est Saussure qui a... qui est au départ, peut-être. Je dirais que c'est possible qu'en France, c'est la lecture de Saussure qui ait convaincu les gens. Parce que si les gens avaient véritablement suivi, avaient démarré sur le structuralisme linguistique, ils auraient remarqué que la chose a été dénoncée très tôt. Cette confusion, n'est-ce pas, de la structure et de l'immobilité. N'est-ce pas? Jacobson a dit quelque chose très tôt, mais il n'a pas assez insisté. Jacobson était trop, comment dirais-je, à l'affût des choses amusantes à dire. C'est vrai. Et souvent, il n'a pas suivi. Il n'y a pas de suivi dans son enseignement, précisément parce qu'à un moment donné, il était amené à, n'est-ce pas, vous voyez, à dévier. Et sur ce point-là, il n'y a pas eu de réaction suffisamment nette et caractérisée. Moi, j'ai été exposé très tôt à des gens qui me disaient puisque vous êtes structuraliste, vous, etc. Alors, je leur disais, non, la question ne se pose absolument pas. J'ai écrit un livre qui s'appelle... Les changements phonétiques. Les changements phonétiques, qui est évidemment l'indication que je n'accepte absolument pas. Tout à fait. Il faut d'ailleurs ajouter, vous savez, moi je suis plutôt un fanatique de Saussure. Plutôt un fanatique de Saussure. Il faut ajouter que dans le cours de linguistique générale, il n'y a plus de place consacrée à la linguistique diachronique. Mais bien sûr, mais on dit en tout cas que Saussure déclarait la linguistique, la description linguistique, c'est très bien, mais tout de même, la comparaison, c'est plus amusant. Mais naturellement, c'est ça constamment. Oui. Et c'est également ma réaction propre. Mes auditoires de l'école des hautes études, qui n'étaient pas des comparatistes, mais que ça intéressait, qui voulaient savoir ce dont il s'agissait, m'ont demandé de faire des cours. Alors, à 2 reprises, 2 années, à quelques distances d'ailleurs, j'ai fait un cours de linguistique comparée indo-européenne, et c'est le 2e qui avait été enregistré par mes amis Walter, qui, dûment, disons, repris et élargi, a été l'objet de mon livre des steppes. Benveniste, que je voyais souvent quand j'étais à New York, il venait en Amérique et il descendait chez nous. Et Benveniste, à 1 an de mon retour, me dit « Rentrez donc en France ». Et quand nous étions ensemble, nous parlions toujours de linguistique comparée, toujours, n'est-ce pas? Nous étions liés en Amérique comme Benveniste s'est lié avec personne. Autrement dit, il me posait des questions, il écrivait des articles et il me disait « Qu'est-ce que vous pensez de cette chose ?»
il avait un article en cours sur le problème des sifflantes indo-européens. Ils me disent, qu'est-ce que vous en pensez? Je n'en pensais, j'avais des idées sur la question, et je ne pensais pas dans le même sens, si vous voulez. Mais enfin, il me posait la question, nous avons discuté le problème. Il m'a dit lui-même, n'est-ce pas, nous avons discuté ensemble le problème du parfait, disons le parfait grec. Bon. Et nous tombions d'accord sur le fait que le parfait grec était un substantif au départ. C'était un, n'est-ce pas? Oida, ça veut dire je suis celui qui a vu, n'est-ce pas? Je suis le témoin. Donc oida, oidé, c'est oidé en désormais, c'est le témoin. Donc nous étions d'accord. Et alors à ce moment-là, j'ai risqué pour désigner ce substantif le nom d'agent, qui était évidemment malvenu, et il m'a dit non, moi je dirais plutôt auteur. Et j'ai retenu sa suggestion, en effet, c'est meilleur. C'est l'auteur, c'est pas celui dont on peut attendre qu'il va désormais témoigner, c'est celui qui a... C'est un accompli, du coup. C'est ça. Alors, disons, si vous voulez, que je crois que nous avons fait à peu près, peut-être, à moins que vous ayez autre chose, le tour. Oui, pour Saussure, ma foi, oui. On va laisser Saussure tranquille. Alors, si on parlait un peu d'Yeltsin. Alors, nous avons déjà discuté du problème de l'origine de la glossématique. Alors, moi, je peux témoigner sur ce point, étant donné que je suivais les recherches de Yemsev. J'étais, disons, je connaissais Yemsev depuis la fin des années 20, et ensuite, au moment où j'ai eu des raisons particulières d'aller au Danemark, puisque ma première femme est danoise et que je passais mes vacances en général au Danemark, je retrouvais Yemsev automatiquement et nous discutions. Et je crois qu'il y a encore le possible, n'est-ce pas, que cette lecture très critique dès le départ des travaux des cercles linguistiques de Prague a eu une influence décisive. Et je le comprends d'autant mieux que moi, mes contacts avec Yemsev, contacts très amicaux, très amicaux, mais... Ça saute aux yeux d'après les lettres. C'est ça, très amicaux, mais comme ça, n'est-ce pas? Mes contacts ont eu pour moi une grande influence, négative, strictement négative, comme l'influence de Prague sur Yemsev. Ah, strictement négative. Strictement négative. On fait ça comme ça. Absolument, ouais. Absolument, strictement négative. Vous voyez, dans ce que j'appelle Omkreng, c'est-à-dire le premier... C'est ça, les premiers domaines. Dans Omkreng, je suis cité comme celui qui lance l'idée, à propos du H aspiré français, dans ma analyse phonologique du français que j'avais présenté le business linguistique en 1933, je suggérais la possibilité de rétablir en français un phonème H qui permettait de simplifier beaucoup la présentation des faits. Bon. Simplement... C'était vous qui suggériez ça? C'est moi. Je suggérais. Alors... C'est intéressant. Alors... Bien entendu, c'est pas de la phonologie, ça. Non, c'est ce que j'étais en train de me dire. C'est pas de la phonologie. Mais, précisément, c'est là-dessus que Yemsev avait sauté. Et c'est pas nous étions ensemble, nous étions à Londres ensemble, au congrès de phonétique de 1935, et il n'y en avait que pour moi sur H, n'est-ce pas, le H en français, représentant une suggestion passionnante, une suggestion qui aboutissait à quoi? Parce qu'on étendait la chose très loin. Yemsev a écrit quelque chose sur la phonologie du russe qui identifie le russe et l'indo-européen. À force d'utiliser les H aspirés disparus, il n'y a pas de raison de ne pas éliminer totalement
l'évolution linguistique. Parce que c'est ça la vision de Yemsev. Supprimer l'évolution linguistique. Lui, vraiment, sur ce point-là, il était saussurien à 100%. Il a toujours déclaré qu'il était saussurien à 100%, et il l'était. Mais sur ce plan-là... Oui, sur ce plan-là, disons si vous voulez... Parce que, alors, effectivement, là, vous devez penser peut-être plutôt au langage qu'au prolégomène. Non, parce que dans le langage s'affiche cette idée de neutraliser complètement l'opposition, l'évolution diachronique. Oui, non, mais dans les prolégomènes, il y a simplement la citation de ma suggestion et à titre d'exemple de ce qu'il faut faire. Dès cette époque, je leur ai dit, je ne suis plus d'accord. En 1935 même, n'est-ce pas, en plein congrès de phonétique, j'ai marqué ma désapprobation pour ce que j'avais écrit 2 ans auparavant. Parce que je voyais très bien où ça menait. Là, franchement, quand vous m'avez dit que cette idée de faire du H aspiré du français un phonème venait de vous, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre. Oui, non, mais précisément, c'est la chose à ne pas faire. Mais on commence par des choses à ne pas faire. Vous avez ça quelque part? Oui, mais vous le trouverez dans le bulletin de la Société linguistique 1933, la phonologie du français. Ah bon. Oui. J'ai dû dire ça, mais je dois dire, je n'avais pas trop prêté attention. Oui, non, c'est amusant, n'est-ce pas? Et c'est amusant de voir que on me portait au nu pour quelque chose avec lequel je n'étais plus d'accord, avec quoi je n'étais pas d'accord, plus d'accord. Alors, je plaisantais, je blaguais avec eux, parce que dans mes rapports avec Yemsev et Hulda d'ailleurs, nous blaguions, n'est-ce pas? Nous étions de bonne compagnie, si vous voulez. Yemsev avait, comment dire, un certain charisme, n'est-ce pas? Et par conséquent, les gens le suivaient volontiers. Mais enfin, c'était un peu catastrophique. Parce que je dirais que Turobu a été, disons, m'a absolument convaincu, je l'étais déjà, que l'enseignement de Yemsev ne pouvait pas déboucher sur une description correcte. C'était impossible. J'en avais été convaincu par la dernière conférence que j'ai entendue Yemsev, une conférence qu'il a faite à la Sorbonne, sur les genres, sur les pronoms personnels en danois et en français. Ah oui, je connais ça. Ça a été publié. C'est abracadabrant. Moi qui connais bien les 2 langues, je peux dire que c'est abracadabrant, n'est-ce pas? C'est le bon moyen pour un Français de ne rien comprendre à la situation danoise. Enfin, la situation française, il la connaît, il la sent, il se débrouille. Mais la situation danoise, c'est vraiment le genre de jeu. La description, vous savez, c'était plein a priori. La description yemsevienne, une description yemsevienne, on nageait dans les a priori, on démarrait sur... Peut-être pas juger la position de Yemsev d'après l'application qui en a été faite par Tocqueville. Non, soyez tranquille, oui. Soyez tranquille, je ne le fais pas. Je pense en ce moment uniquement, parce que Tocqueville, j'ai critiqué avec violence Tocqueville, je ne sais pas si vous avez lu l'article. Si, j'ai lu, j'ai un peu travaillé là-dessus. C'était salé, hein. Oui, je me souviens très bien. Oui. La réponse de Yemsev, d'ailleurs, ça a été de me présenter à l'Académie royale de Copenhague. Mais enfin, non, Tocqueville, alors là, il poussait un petit peu, hein. Il allait un petit peu fort. Non, mais les rares fois où j'ai discuté les points précis avec Yemsev, c'était vraiment... on prenait exemple d'un cas isolé et on en faisait une règle. N'est-ce pas? On me disait, mais le genre et le nombre en français, c'est identique, puisqu'on dit la Champagne, le champagne. Vous voyez, genre de truc. Ah oui, ça c'était le péché mignon de Yemsev. Non, mais... Effectivement, d'aller chercher le cas et le mettre sur le même plan. Non. Oui. C'était impensable, vous comprenez. Suivre Yemsev, saurait vous le dire. Refuser toute diachronique, toute étude diachronique ou dynamique, refuser toute dynamique, éliminer toute dynamique dans l'étude de la langue, et ça voulait dire, disons, sacrifier
ce qu'ont fait la plupart des structuralistes non fonctionnalistes en linguistique, disons, estimer qu'une bonne description, c'était une description originale et amusante. C'était ça la grande idée. Les gens, le structuraliste linguistique moyen était un monsieur qui ne pensait pas qu'il devait quelque chose à la langue, qu'il devait être fidèle à une langue. Il pensait simplement que s'il pouvait faire de la présentation de la langue quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'inattendu, il avait gagné le gros lot. Vous êtes très méchant. Non, je ne sais pas quel nom vous avez en tête. Non, mais je n'ai pas de nom en tête. Je n'ai pas de nom en tête parce que c'était ceci à 90%. Oui. Je pousse un tout petit peu, n'est-ce pas? Je pousse un tout petit peu, mais c'était ça l'idée. Les gens l'ont écrit, ils ont écrit la chose. Oui. Ils ont écrit qu'il n'y a pas, le linguiste ne dépend pas de la langue. Il a une vision, disons, d'une structure linguistique, surtout chez les gens qui sont des universalistes, parce que, alors là, nous n'allons pas nous lancer sur des là, nous en aurions pour 3 heures, n'est-ce pas? Mais sur un universaliste, c'est pas tout naturellement. Enfin, vous voyez le drame chomscien, n'est-ce pas? Oui, non, mais le fait est que tout ça, effectivement, on voit comment ça a pu sortir de Hjelmslev, hein, avec ce qu'il appelle, de façon d'ailleurs extrêmement provocatrice, son empirisme. N'est-ce pas? Qui est le contraire de l'empirisme. N'est-ce pas? Empirie, principe. Quand je lis ça, je dis, mais il est complètement fou, n'est-ce pas? Oui, alors là, c'est de la provocation, sûrement. Mais enfin, moi, j'aime bien Hjelmslev. Oui, alors il y a évidemment un débat fondamental entre vous et Hjelmslev, c'est la prise en compte de la substance. Bien entendu, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il est évident, et tous les gens qui ont réagi à Hjelmslev l'ont signalé, vous ne pouvez pas faire une description phonologique quelconque sans faire intervenir la substance. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas, sur la base parce que vous avez très fréquemment les mêmes répartitions, si vous voulez, d'un certain nombre de phonèmes. Il y a beaucoup de chances pour que, dans beaucoup de langues, peut que ait la même répartition, n'est-ce pas? Et par conséquent, nous n'aurons pas dans cette langue la possibilité de distinguer entre peut et que. Ça a été remarqué dès le départ, n'est-ce pas? Non, disons, si vous voulez, que tout l'enseignement de Hjelmslev, cet homme très intelligent et à qui je dois précisément, parce que j'ai vécu tout ceci avec lui, n'est-ce pas? Je dois une partie de mon originalité, n'est-ce pas? Vraiment, c'est l'homme qui ne pouvait pas aboutir à une théorie linguistique viable. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus et il est vrai qu'au niveau de la description des langues, elle a donné peu de choses. Elle n'a rien donné. Oui, moi j'ai fait, je ne sais pas si vous avez repéré ça, j'ai fait dans les années 75 un gros article qui est d'ailleurs presque exclusivement une bibliographie. Hein, une bibliographie de la glossématique, c'est paru chez Mouton, vous savez, dans ces collections dans lesquelles... et effectivement, des travaux théoriques à l'appel, vraiment à l'appel, et des descriptions, j'entends ici là, les disciples de Hjelmslev, ceux qui se réclamaient de lui, et descriptions de langue, et bien alors, pour le français, l'effort de Tocqueville, un point c'est tout. C'est ça. Hein, c'est ça. Et je dirais que certains ont suivi pendant quelques temps, mais c'est fini. Ah, c'est complètement fini. C'est fini. Ça, oui, ça je sais bien. Au Danemark, ses étudiants sont encore de ce monde et parlent de lui, mais ça n'a pas laissé de traces d'école. Non, mais c'était pas possible. C'était, disons, ça ne pouvait aboutir qu'à des présentations trop originales pour avoir une valeur quelconque. Étant donné que je continue à croire que nous sommes dépendants dans nos descriptions de la langue que nous décrivons, oui. N'est-ce pas? Il le reconnaît d'ailleurs partiellement lui-même, hein, notamment dans plusieurs points, quand il insiste sur le caractère paradoxal. Oui, non, mais disons, si vous voulez, que toute cette aventure Hjelmslevienne est une aventure intéressante, amusante,
Moi, je l'ai vécu comme ça. Je l'ai vécu comme... Ah ben, vous y avez porté un énorme intérêt, n'est-ce pas, puisque vous l'avez lu en danois dès, oui. dès la publication. Vous savez, lire en danois, c'est pas un problème pour moi. Oui, ça n'a jamais été d'ailleurs pour l'instant. Mais enfin, oui, disons, si vous voulez, que j'estimais, si vous voulez, que... Mais vous avez même... Attendez, est-ce que je me trompe ou est-ce que vous avez travaillé avec, à la suite de Tocqueville à une traduction? Je ne sais pas d'où je tire ça. Non. Je l'ai... Non. La traduction anglaise, l'histoire est la suivante. J'ai rencontré à New York un slaviste, un jeune slaviste, qui s'appelait Francis Whitfield. Oui, qui est le traducteur de Stéphane Anglais. Il arrive à New York, il est invité à Columbia à faire des cours de russe. Il vient me trouver en me disant, est-ce que ça vous ennuie si je vous consulte? J'ai fait une traduction de Homkring en anglais. Alors j'ai dit, ça m'intéresse, bien sûr. Donc il vient me voir, il montre sa traduction, et effectivement, c'était très bon. C'était intelligent, c'était bien. Alors là-dessus, Yemsev arrive avec une traduction française de Homkring faite par Toobu. Toobu était un type qui parlait français admirablement. Comme ça, entre nous. Formidablement. Il est comme ça. Il parlait argot, il est formidable. Mais sa traduction était impossible. Nous avons passé, ma femme et moi, parce qu'IMC voulait absolument publier en français. Vous savez qu'il était francophile, au-delà de tous les petits. Il voulait publier d'abord en français. Alors, ma femme et moi, nous nous sommes mis pendant 48 heures à essayer de sauver la mise à cette traduction, ce n'était pas possible. Ah oui. Il n'y avait pas C'est vous qui avez dû dire ça. Il n'y avait pas deux lignes de suite qui étaient acceptables dans la traduction, pas possible. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai dit à IMC, vous dites non, c'est pas possible, on ne peut pas faire pour lire ça comme ça. S'il y a une révision, tant mieux. Mais comme il y a tout de même une demande, il vaut mieux voir avec Whitfield si on peut publier Alors, donc, la traduction anglaise est parue d'abord. Ah oui, je sais bien. Oui, elle est parue en 53, je crois. 53 et la traduction française en 68. C'est ça. Et la traduction française, c'était probablement la traduction de Toobu un peu raptassée. Sur nos conseils, ma femme et moi, même nous n'avions pas corrigé, nous avions simplement suggéré que certaines traductions étaient impossibles. Donc nous ne sommes pas responsables, n'est-ce pas? Il y a une sorte de formulation disant au début de cette traduction, une sorte de formulation impliquant qu'elle a été plus ou moins concoctée par un groupe de linguistes. Alors, pardon, minute, moi je suis plus dans le coup, n'est-ce pas? J'aurais dit, moi si on m'avait consulté à ce moment-là, j'aurais dit non, n'utilisez absolument pas les notes que j'ai pu écrire moi, il faut que le livre soit retraduit, comme il l'a été ultérieurement. Oui. Non, c'est un des drames de cette succession yemsévienne, n'est-ce pas, on ait fait paraître une première traduction qui ne valait rien. Oui, qui a lui, certainement. J'aime beaucoup Yemslev. Oui, même encore maintenant, notamment alors par l'extension possible d'un certain nombre de concepts de la linguistique en dehors des sciences du langage, la connotation, le métalangage. Oui, alors là, je ne suis plus d'accord avec lui, vous, parce que... vous n'êtes plus d'accord avec moi? Plus d'accord avec vous, parce que... Ça vous paraît dangereux? Parce que, alors là, je vous cite un fait historique. Il détestait Troubetskoy. Il détestait Troubetskoy, je n'ai jamais su exactement pourquoi, je n'ai jamais demandé exactement. Il le détestait probablement parce que Troubetskoy s'était montré condescendant à son égard. Ils n'étaient pas de la même génération, Troubetskoy était nettement plus vieux, non? Troubetskoy était sensiblement plus vieux. 1880. Sensiblement plus vieux. Et Yemslev fait de 99. Oui, sensiblement plus vieux, mais enfin, incontestablement, il est très possible que ce soit passé en 1936, mais ça existait avant. En 1936 au congrès de linguistique de Copenhague. Troubetskoy est mort en 1938, je crois. Oui. Mais en 1936, il était là, à Copenhague, et ça a dû se manifester à ce moment-là, mais ça existait d'abord. Autrement dit, Yemsev n'aimait pas Troubetskoy. Il y avait quelque chose vraiment de personnel
n'est-ce pas? Alors quand nous blaguions ensemble, sur Jacobson, on blaguait, on faisait ressortir les petits ridicules du personnage, etc. Parce que là, il en avait, on pouvait blaguer abondamment, n'est-ce pas? Mais on n'était pas méchants sur Jacobson. Tandis que sur Trubetskoy, c'était la haine. Et ça joue un rôle. Ça a joué un rôle, si vous voulez, dans son rejet, parce que Trubetskoy avait présenté un classement, des classements très intéressants qui correspondent aux connotations yemseviennes. La connotation yemsevienne, c'est un calque, c'est un décalque de ce qu'avait fait Trubetskoy, avec simplement le mot connotation au lieu de mot variante, n'est-ce pas? Alors, personnellement, moi, je n'ai pas suivi, puisque moi-même, j'ai repris connotation dans un sens tout à fait différent, puisque, pour moi, le terme de connotation est intéressant à partir du moment où on l'applique, non pas à un trait de langue, mais un trait précisément individuel. Je crois que c'est dans cette direction-là qu'on peut en tirer quelque chose. Est-ce que vous savez que là, vous rencontrez très précisément ce que dit Grémas. Sur ce problème de la connotation, dans le dictionnaire de sémiotique, il y a une définition qui est très très proche de ce que vous avez en tête. Oui. Remarquez que moi je n'exclus pas d'autres possibilités d'utiliser connotation, mais il y a un article de Molino où il passe un peu en revue les différentes valeurs de connotation. Il retient la mienne tout au moins en passant comme une possibilité. Et je pense que c'est une connotation utile parce que, et Moulin y est revenu récemment dans un petit volume que vous connaissez peut-être, qui est paru en 92, le dernier bouquin de Moulin, ça s'appelle 7 poètes, 7 poètes et le langage. Je vais en faire un compte-rendu précisément pour le prochain numéro de linguistique, où, disons, le bouquin commence par une citation d'une page de mon article des mélanges Jacobson sur précisément l'utilisation de connotation, en disant c'est dans ce sens-là qu'on peut utiliser, n'est-ce pas? Nous avons besoin en tout cas d'un terme comme ceci pour désigner les réactions personnelles de l'individu à son vocabulaire. C'est quelque chose, je crois, d'important et qui joue en matière de langue poétique un rôle très important. Mais alors seulement au niveau du vocabulaire. Oui. Parce que chez Hjelmslev, la connotation peut avoir comme support les phonèmes. Oui, n'importe quoi. Oui, non, mais pourquoi appeler ça connotation? C'est vraiment une extension de connotation, étant donné que le vocabulaire existait chez Trubetskoy. S'il y a véritablement, de la part de Hjelmslev, un souci de se démarquer de Trubetskoy et d'enterrer Trubetskoy. Autrement dit, si vous voulez, c'est une raison supplémentaire que j'ai de ne pas apprécier cette utilisation de connotation. N'importe comment, disons, si vous voulez, que il vit en France du fait de Barthes. C'est Barthes qui a repris. C'est Barthes qui a repris cet enseignement sur les connotations. Enfin, pas grand-chose. Oui, enfin. Oui, disons, si vous voulez pas. La connotation, mais il l'a reprise pas mal, il faut dire. Hein. Il l'a reprise pas mal. La lecture qu'il fait de la connotation est. Non, mais Barthes était un monsieur qui vraiment comprenait la linguistique. C'est un de mes lecteurs qui m'a compris. Alors, il m'a été, enfin, à un moment donné, il s'est dégagé de cette emprise linguistique parce que c'était pour lui tout de même une annexe à ses préoccupations, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, c'est vraiment là que Moulin a réagi assez durement contre lui, n'est-ce pas? Et ça l'a affecté beaucoup. Ah, oui, je me souviens, mais Moulin avait la dent très dure. Moi, j'ai en tête le trio d'articles qu'il a consacré, 1 à Barthes, 2 à Lacan qui descend en flamme, 3 à, je crois que c'est Lévi-Strauss. Oui. Non, mais je dirais que moi, c'est entendu, je n'ai pas été, je n'ai pas tenté d'être aussi violent, que je n'avais pas le temps de m'occuper, disons, si vous voulez, de reprendre Lacan et travailler sur Lacan, de reprendre Lévi-Strauss, travailler sur les sources, etc. Lui, au contraire, qui lisait beaucoup, moi, je ne suis pas un lecteur. Je suis trop centré sur moi-même, n'est-ce pas?
pour aimer lire, n'est-ce pas? Donc j'ai pas le... Il faudrait... Lui, Moulin, c'était vraiment le lecteur. Parce que Moulin était un homme charmant. Il le dit d'ailleurs. Je n'ai jamais rencontré Moulin. J'ai eu une correspondance, bien sûr, avec lui, parce que j'ai travaillé pas mal sur les anagrammes de Saussure qui l'avaient intéressé. Oui. Donc j'ai eu une correspondance avec Moulin, mais je ne l'ai jamais rencontré. Il était, disons, si vous voulez, que venu à la linguistique, il était... moi, je ne peux pas me plaindre, parce qu'il a été mon disciple très fidèle en linguistique, n'est-ce pas? Mais il avait précisément une sorte de conviction que j'étais celui qui, en linguistique, ne se laissait pas entraîner par des préférences personnelles. Et que j'étais plus sûr. Et que par conséquent, il a été convaincu par mon message, et lorsque les gens s'écartaient de mon message par goût, comme pouvait faire le pas, de goût d'autre chose, n'est-ce pas? Il était évidemment sa réaction était très ferme. Et c'est évidemment ce que rappelle Franck dans le nom. Moulin était dur. Il avait la dent dure. Son article sur Lacan. Alors là, je dois dire, je suis perplexe, car visiblement, Moulin n'a pas compris un certain nombre de choses de Lacan. Bon, il n'a pas fait l'effort de les comprendre. Bon. Et du coup, il rejette avec mépris en disant ça n'a pas de sens. Bon, il est vrai que si on prête aux mots le sens qu'ils ont en linguistique, ça n'a pas beaucoup de sens de dire le signifiant est ce qui représente un sujet pour un autre signifiant. Ça n'a aucun sens. Hein, on est d'accord. Je suis d'accord avec vous. Moi, vous voyez, je n'aurais jamais essayé de critiquer Lacan. Oui. Simplement parce que je me serais dit, il a son affaire à lui, oui. Il est là-dedans, il y a une certaine cohérence, vraisemblablement une cohérence interne. Oui. Je ne suis pas sensible à cette cohérence interne parce que ça ne m'intéresse pas, mais je ne m'aimerais pas. Moulin s'est peut-être lancé un peu dangereusement. Hein, je crois. Oui. Sur Barthes, à peu près la même chose. Lévi-Strauss, je ne sais pas. Oui, Barthes, c'était un petit peu autre chose. Effectivement, Barthes avait commencé, disons, dans une ligne qui était la mienne, si vous voulez, vraiment. Je lisais Barthes et je me disais, voilà l'homme qui suit. Et puis tout d'un coup, le voilà qui dévie. Et alors, il y avait une sorte d'incohérence, et cette incohérence qui a frappé Moulin. C'est vrai. Ah non, mais ça, Barthes, ça a eu un trajet extrêmement sinueux. C'est ça. Puisque bon, donc c'est si vous voulez, l'incohérence. Ensuite, Grémas, après quoi, la séduction de Kristeva, vous voyez. Oui.